bonsoir, bienvenue. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information avec, au sommaire, un conseil des ministres tenu ce mercredi, conseil au cours duquel le bilan des dégâts occasionnés par les récentes fortes pluies a été fait. Ce conseil a également autorisé la création d'un conseil national de lutte contre la vie chère. L'actualité nationale marquée par le point des procédures en cours dans l'affaire des armes découvertes à Bouaké. Les auditions se poursuivent et les enquêtes préliminaires sont toujours en cours selon Richard Adou. Le procureur de la République était ce mercredi face aux journalistes de la presse nationale et internationale. 100 tonnes de produits pharmaceutiques non autorisés, des cigarettes d'une valeur de 800 millions de francs CFA découvertes dans la sous-préfecture de Koro, dans la région du Bafing. Ces produits illicites en provenance de la Guinée-Conakry étaient destinés à la vente ici en Côte d'Ivoire. La nuit de ce mercredi à demain jeudi, c'est la nuit du destin, une nuit qui, selon la communauté musulmane, équivaut à 1000 mois d'adoration. Cette nuit du destin sera marquée par des prières, des messages de paix, de partage, le sens de cette nuit particulière dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Commençons tout de suite au palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres, conseil au cours duquel d'importantes mesures ont été prises, nous dit Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait de la lutte contre la vie chère l'une des priorités du gouvernement. Le Conseil des ministres de ce mercredi 21 juin a ainsi décidé de la création d'un Conseil national de lutte contre la vie chère. Ce Conseil est chargé de faire des recommandations au gouvernement sur les questions relatives à la hausse des prix et à l'approvisionnement du marché en produits de grande consommation en général et des produits de première nécessité en particulier. Il est chargé de veiller à la mise en œuvre effective des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, d'assurer une veille permanente sur les prix des produits de grande consommation, ainsi que la disponibilité de ces produits sur toute l'étendue du territoire national, d'assurer le suivi du respect des accords signés entre le gouvernement et les opérateurs économiques dans le cadre de la lutte contre la vie chère, de suggérer des réponses aux propositions des associations de consommateurs liées à la vie chère, de recueillir des propositions des acteurs des secteurs concernés par la lutte contre la vie chère et de vulgariser les décisions, mesures et actions du gouvernement visant à réduire le coût de la vie. Le programme des examens scolaires, de la formation professionnelle et les résultats de l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires, CEPE, ont également été soumis au Conseil. Ces résultats ont été proclamés le samedi 17 juin 2017. Il y a eu 488 468 candidats, 473 306 se sont effectivement présentés et il y a eu 383 281 candidats déclarés admis, soit un taux de réussite de 80,98%. Ce taux est en légère baisse par rapport à celui de la session 2016, qui était de 83,33 points. Et l'explication ici est principalement liée aux perturbations, notamment aux grèves qui ont malheureusement gêné l'activité au cours de cette année scolaire. Signataire de l'accord de Paris sur le climat, la Côte d'Ivoire entend développer une agriculture durable à travers l'initiative Cacao et Forêt en Côte d'Ivoire. Cette initiative fait suite à l'allocution prononcée en 2014 par le président de la République lors du sommet de New York sur le climat, allocution au cours de laquelle le chef de l'État avait pris l'engagement de promouvoir dans notre pays une cacaoculture avec zéro déforestation. Ainsi, depuis 2015, le Conseil du café cacao, avec l'appui du secrétariat exécutif permanent, RED+, a développé une vision dénommée Cacao Ami de la forêt, qui a été intégrée dans la note d'orientation politique sur l'agriculture zéro déforestation, présentée par notre pays à la COP21 à Paris. L'objectif ici est de faire adopter ce plan d'action, donc cacao-forêt, par le gouvernement, avant la tenue de la 23e conférence des parties sur le climat, qui est prévue en novembre 2017 à Bonn, en Allemagne.
Face aux dégâts occasionnés par les intempéries, le Conseil a pris un certain nombre de mesures en vue de trouver des solutions durables. Les pluies des dernières semaines ont occasionné un grand nombre de décès. Nous sommes aujourd'hui à 15 décès. Le gouvernement, à cette occasion, évidemment, déplore ce nombre élevé de décès, présente ses condoléances aux familles des personnes décédées et adresse aux blessés ses vœux de prompt rétablissement. Face à cette situation, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, notamment la prise en charge des victimes, mais surtout le gouvernement envisage d'autres actions à moyen et à long terme en vue de trouver des solutions durables à cette question. Il faut savoir qu'il y a des causes à ce qui arrive à chaque saison de pluie, des causes qui sont naturelles. Il y a un dérèglement climatique qui aujourd'hui fait que les saisons sont perturbées, mais il y a des causes humaines. Il y a des causes humaines, c'est-à-dire des causes qui sont évitables. Il s'agit notamment de l'installation dans les zones à risque. Il y a les constructions sur les ouvrages d'assainissement, constructions qui obstruent ces ouvrages et dévient les eaux de pluie. Le gouvernement a décidé de prendre un certain nombre d'autres décisions qui sont les suivantes. La finalisation du schéma directeur d'assainissement du Grand Abidjan. Il s'agit également des opérations de salubrité, notamment le curage des caniveaux. Le gouvernement a également décidé de la mise en place du nouveau cadre institutionnel qui régira la collecte des déchets solides dans le district autonome d'Abidjan et la construction de 2 centres d'enfouissement technique à Yewaï et à Kosiouin. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs insisté sur la nécessité pour les populations d'observer plus de discipline, de rigueur et de civisme dans leur comportement. L'actualité nationale également marquée par la conférence de presse du procureur de la République, Richard Adou, a fait le point des procédures en cours dans l'affaire relative aux armes découvertes récemment à Bouaké. Le procureur de la République a précisé que les auditions se poursuivent et les enquêtes préliminaires sont toujours en cours. Abou Sanogo. La justice ivoirienne poursuit ses enquêtes dans l'affaire découverte de caches d'armes dans une villa à Bouaké. Ces armes étaient soigneusement dissimulées dans cette piscine recouverte d'un préau et dont le fond a été aménagé en magasin. Les investigations aussitôt menées par la section recherche de la brigade de gendarmerie d'Abidjan, saisie par nos soins, confirmaient que cette villa était la propriété de M. Kamaraté Souleymane, alias Soul, responsable du protocole de M. le Président de l'Assemblée nationale. Devant la gravité des faits liés à la quantité des armes découvertes et à leur nature d'armes de guerre, la section de recherche de la brigade de gendarmerie d'Abidjan a été instruite à l'effet de procéder à une enquête approfondie, car la détention et l'entreposage d'armes de guerre étant punis de peines allant de 10 à 20 années d'emprisonnement. Dans le cadre de cette enquête, les auditions de M. Kamaraté Souleymane et de nombreuses personnes, dont des officiers supérieurs des forces armées de Côte d'Ivoire FACI, ont eu lieu. En tout état de cause, nous entendons offrir toutes les garanties de succès à l'enquête en cours, en donnant toute latitude et tous les moyens juridiques aux agents enquêteurs. Les auditions débutées se poursuivent et les enquêtes préliminaires sont en cours. Seule une enquête minutieuse et la plus large possible pourra-t-elle constituer un gage de paix et de stabilité pour notre pays, ainsi que de sécurité pour nos populations. Face à l'impatience de certains Ivoiriens, il est utile de préciser que le rôle du procureur de la République ici est de poser les actes nécessaires à la manifestation de la vérité et non de procéder seulement à des arrestations. Les résultats de cette enquête vous seront communiqués lorsque celle-ci sera achevée. Des perquisitions se font sur l'ensemble du territoire pour la recherche d'autres caches d'armes.
Je vous l'annonçais dans les titres, 100 tonnes de produits pharmaceutiques non autorisés et des cigarettes d'une valeur de 800 millions de francs CFA découvertes dans la sous-préfecture de Koro, dans la région du Bafing. Ces produits illicites en provenance de la Guinée-Conakry étaient destinés à la vente sur le marché ivoirien, ici en Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Une cargaison en train d'être vidée de son contenu. En provenance de Kankan et Senko, deux villes de la Guinée, ce chargement de médicaments frauduleux a été intercepté en Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Koro, dans la région du Bafing. Au total, 100 tonnes de médicaments pharmaceutiques non déclarés et des cigarettes illicites d'une valeur marchande estimée à 800 millions de francs CFA saisis. Fruit d'une opération menée par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée le 12 juin dernier qui a permis d'intercepter ce chargement et d'interpeller deux individus. Ce lot de médicaments contrefaits, composé de comprimés, de seringues, de produits injectables et les cartouches de cigarettes étaient destinés à être vendus dans les villes de l'intérieur et à Abidjan. La ville de Séguila était la première destination du réseau qui a été démantelé. Ce trafic aux conséquences mortelles pour la population s'étend à plusieurs régions du monde. Et plus de 700 000 personnes meurent chaque année en Afrique à cause des traitements de mauvaise qualité. Selon l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, le secteur pharmaceutique légal enregistre chaque année un manque à gagner de 40 à 50 milliards de francs CFA, dont plus de 5 milliards de francs CFA destinés à l'État dû à l'existence du marché de rue des médicaments. Poursuivons ce journal par la réponse à cette interrogation. Comment les maires des différentes communes peuvent-ils apporter leur contribution dans la lutte contre la dengue, cette maladie virale transmise à l'homme par une piqûre de moustique? Cette possible contribution était au centre d'une rencontre entre la ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, et des maires du district d'Abidjan. Chantal et Ouma pour en savoir davantage. Intensifier la lutte contre la maladie de la dengue est la raison qui a réuni le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, les élus locaux et les autorités municipales du district d'Abidjan. Le premier cas qui s'est déclaré donc en plein Cocody de Plateau nous a vraiment surpris puisque ce n'était pas un site habituel qui a été très vite pris en charge. Cet enfant de 16 ans se porte bien. La rencontre a été marquée par une présentation de la maladie et les mesures de riposte initiées par le gouvernement depuis le 8 mai dernier. Nous avons quand même des cas avérés dans tout le district d'Abidjan, même quelques cas à l'intérieur du pays. Il n'y a pas à s'alarmer outre mesure, c'est notre devoir de prévenir. Et en prévenant très rapidement, la population nous aide justement à réagir et à apporter la riposte contre l'épidémie. La ministre Raymond Goudou Kofi a sollicité l'appui et l'accompagnement de ses autorités pour la sensibilisation de leur population en vue d'un meilleur résultat de la campagne de démoustication qui est en cours en ce moment. Les maires ont salué l'initiative du gouvernement. Ils s'engagent à se l'approprier. Tout a été dit, c'est à nous de nous approprier les orientations données, de sorte que nos populations puissent éviter cette épidémie. Aujourd'hui, donc, nous avons mis en mission. Donc, nous allons procéder à une sensibilisation au niveau de nos populations à travers donc, les radios qui sont à nos dispositions. Pour la plupart des communes à l'intérieur, pour le moment, nous sommes épargnés. Mais le combat, c'est de faire en sorte que nous ne soyons pas touchés. Et donc, nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un seul cas confirmé positif à la dengue a valeur d'épidémie. Le gouvernement a donc mis en place des mesures vigoureuses pour circonscrire la maladie, d'où l'opération de la démoustication dans le district d'Abidjan. En cette période de pluie, il est recommandé aux populations de vider toutes les retenues d'eau et d'assécher les eaux stagnantes, car la prévention est une priorité dans la lutte contre la maladie de la dengue. Le reste de l'actualité avec tout d'abord la lutte engagée par le gouvernement ivoirien contre l'orpaillage clandestin, une stratégie de lutte élaborée au cours d'un séminaire tenu récemment à Yamoussoukro. Cette stratégie de lutte repose en grande partie sur la participation effective des populations, des chefs traditionnels, du corps préfectoral, mais surtout des opérateurs du secteur minier. Eugène Atoubé nous en parle.
Des séances plénières avec des communications suivies d'échanges. 4 ateliers de réflexion à l'issue desquels des propositions ont été formulées et soumises à délibération devant l'ensemble des séminaristes. Tous s'accordent sur l'urgence de mener une lutte hardie contre l'orpaillage clandestin. La stratégie prend en compte la sensibilisation des populations et l'organisation de l'activité de l'orpaillage. Les 9000 chefs de village que nous sommes, donnons l'information dans nos villages pour que ce droit-là ne soit réservé qu'aux seuls Ivoiriens. Nous continuons toujours à sensibiliser effectivement tous les acteurs, que ce soit les chefs coutumiers, que ce soit les propriétaires terriens, que ce soit même l'administration territoriale et aussi bien sûr les élus, sur la base fondamentale de la formalisation des sociétés coopératives qui souhaiteraient exploiter la production d'or en Côte d'Ivoire. De bonnes intentions encore affichées et réaffirmées qui rappellent certains acquis de la mission du PNRO, Programme national de rationalisation de l'orpaillage, créé en 2013. Ce programme, entrevu comme une solution pour éradiquer le phénomène de l'orpaillage illicite, a rencontré de nombreux freins et obstacles dans sa mission. Le séminaire de Yamoussoukro en a tiré les leçons et prend l'engagement de traduire en actions concrètes la stratégie élaborée et adoptée par l'ensemble des acteurs présents à Yamoussoukro. Aujourd'hui, il faut expliquer à nos parents, surtout aux propriétaires terriens, de faire en sorte qu'ils ne puissent plus céder leurs parcelles aux opérateurs qui n'ont pas d'autorisation délivrée par le ministère de l'Industrie et des Mines. Parce que quand un opérateur vient avec une autorisation délivrée par le gouvernement, cela suppose que les services compétents de l'État suivaient son activité et font en sorte que les effets néfastes de l'orpaillage clandestin ne puissent pas se retrouver dans le milieu où vivent des populations. Un seul département ministériel ne peut pas régler cette question. C'est une question transversale. Vous avez vu tous les dégâts, il y a dans tous les secteurs, l'éducation, la santé, les mines, l'agriculture, les eaux et forêts, les ressources halieutiques, tout le monde est atteint. Donc je pense qu'ensemble, il faut qu'on y arrive. C'est une guerre totale que le gouvernement de Côte d'Ivoire va mener contre l'orpaillage illicite en même temps qu'il va donner à l'exploitation artisanale de l'or toute sa majesté en tant que ressource vitale pour l'économie nationale et moyen de lutte contre la pauvreté en zone rurale. Parlons maintenant de cohésion sociale. La section Côte d'Ivoire de la Fédération des femmes pour la paix mondiale a célébré récemment ses 25 ans de fonctionnement. Un bilan marqué par une cérémonie de récompense aux femmes qui s'investissent dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Franck Okwadjo. 300 femmes leaders et responsables d'ONG à la cérémonie marquant les festivités du 25e anniversaire de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Une initiative de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, FPPM section Côte d'Ivoire, en vue d'inciter les femmes de tous bords à être des modèles de paix. En tant que femmes, nos efforts pour incarner la paix et l'harmonie dans nos familles doivent être notre combat quotidien. Ne laissons pas la paix dormir en nous. La paix doit déranger le monde. Être ambassadeur de paix, c'est un engagement. Mère Teresa a dit, que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Rentrez chez vous et aimez votre famille. Ma famille, c'est la Côte d'Ivoire. Rentrons tous chez nous et aimons la Côte d'Ivoire. Fait marquant, 9 femmes faites ambassadrices de paix en collaboration avec la Fédération pour la paix universelle. De nombreuses personnes se sont engagées en faveur de la paix. Nous leur rendons hommage. Nous pouvons être en mesure de transcender les conflits et faire en sorte que la démocratie soit fondée sur une éthique universelle, sur les valeurs essentielles, à savoir la bienveillance, la miséricorde, l'amour du prochain. Les femmes de la FFPM partagent un but, celui de surmonter toutes les barrières religieuses, économiques, raciales et nationales. La Fédération des femmes opère dans 4 domaines d'activité que sont l'amitié, l'éducation, l'entraide et la recherche.
De la politique à présent, avec tout d'abord cette séance de travail du RDR marquée par une déclaration. Le secrétaire national et porte-parole du Rassemblement des Républicains s'est prononcé sur l'évolution de la situation sociopolitique ici en Côte d'Ivoire. Herman Guivet. Le compte-rendu des récentes tournées de la direction du RDR à l'intérieur du pays, l'analyse de l'évolution de la situation sociopolitique. Voici les grands sujets abordés par la direction du parti au cours de cette réunion. Sur la situation politique au sein du RHDP, la direction s'étonne de la résolution donc du débat qui avait été clos par les présidents Bédié et Ouattara en rapport donc avec la question de l'alternance et de la succession en 2020. La direction du parti est d'accord avec le président Bédié que ce débat est malsain et n'a pas lieu d'être, dans le sens que le président Alassane Ouattara, qui a été élu par le RHDP, a besoin donc de sérénité pour conduire donc le navire ivoire, et le gouvernement aussi a besoin de sérénité pour agir dans le sens donc du développement de notre pays pour les populations. La direction du parti a réaffirmé son attachement au RHDP. Et conformément aux engagements pris par les deux présidents, la direction du parti est d'accord que le parti unifié se mette en place au plus tard en fin d'année. La direction du parti a pris l'engagement de travailler dans le sens du respect de ces engagements pris par le président Bédié et le président Ouattara. La direction du RDR a également échangé sur la tenue du prochain congrès du parti, sur d'éventuelles propositions de date qui seront soumises à la validation du comité de direction avant d'être rendues publiques. La direction du RDR félicite également le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour le succès lié à l'Eurobond, mission qui a permis de mobiliser des ressources importantes pour le financement du budget national. À moins d'un mois de l'ouverture des 8e Jeux de la francophonie qui auront lieu ici en Côte d'Ivoire, Robert Begré-Mambé, ministre en charge de ces Jeux, invite la société civile à prendre une part active à la réussite de ce rendez-vous mondial. Issa Yeo. Le ministre auprès du président de la République, chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, poursuit la mobilisation pour les 8e Jeux de la francophonie. Ainsi, après les religieux et les jeunes du district d'Abidjan, il confie les Jeux de la francophonie à la société civile. Ce que nous vous demandons, Président, c'est que comme vous êtes un peu partout dans Abidjan, quand on dit que la compétition c'est 8 heures, à 7 heures, mes soeurs, mes frères, vos gens ont rempli déjà la tribune. Vos gens ont déjà rempli les tribunes. Quand les Burkina va jouer, même si vous n'êtes pas burkinabé, vous soutenez le Burkina. Même si la Côte d'Ivoire doit les battre, on va les soutenir quand même. Le président de la fêtière, Union africaine des ONG de développement, assure le ministre quant à l'implication de l'ensemble de ses membres dans l'organisation de ce grand rendez-vous à Abidjan. La rencontre avec 150 leaders de la société civile de Côte d'Ivoire était la preuve de l'engagement des organisations de la société civile pour accompagner l'organisation de ces Jeux par la mobilisation, la sensibilisation des Ivoiriens pour que tous ceux qui viendront de pays étrangers découvrent l'hospitalité ivoirienne, concentrent la mobilisation dans les stades, dans les endroits qui sont réservés à ces Jeux, dans la paix. La fêtière Union africaine des ONG de développement, présente dans 49 pays en Afrique, revendique plus d'1 million de membres prêts à faire la promotion des 8e Jeux de la francophonie, prévus du 21 au 30 juillet prochain. Voilà, donc nous sommes exactement à 29 jours de l'ouverture officielle de ces 8e Jeux de la francophonie. La Chine a offert du matériel artistique à la Côte d'Ivoire, ce don qui s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale sino-ivoirienne, si vous voulez, a été réceptionné par le ministère de la Culture et de la Francophonie, nous dit notre reporter Franck Quadio. Le geste paraît anodin,
Mais au-delà du simple échange de procédés, remise de matériel de bureautique et de développement artistique, instruments de musique et différentes logistiques, cet échange entre le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, et l'ambassadeur de Chine près la Côte d'Ivoire, son Excellence Tang Weibin, traduit l'élan positif de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Un don de 50 millions de francs CFA en matériel, l'action a son sens. Ce don qui fait suite à la visite que nous avons faite en Chine grâce à vos soins l'année dernière, vient renforcer notre dispositif administratif, notre capacité et surtout notre option pour une gestion efficace et pragmatique du programme national de développement de notre patrimoine culturel. Occasion pour le donateur de rappeler les liens historiques qui symbolisent la coopération sino-ivoirienne, partie de 1983, date de la matérialisation de cette collaboration, et passant par 1992, date de l'accord de coopération culturelle, renforcé en 2016, année d'imprégnation culturelle entre les deux peuples, la Chine et la Côte d'Ivoire, au plan culturel plus que jamais liés. Le premier cité s'est même engagé à œuvrer au renforcement des capacités des formateurs, des étudiants et des opérateurs culturels ivoiriens. Le salon de Beijing a pris fin récemment sur place en Chine. La Côte d'Ivoire était représentée par une délégation conduite par le ministère du Tourisme. Une occasion mise à profit par cette délégation pour présenter les potentialités touristiques et économiques de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Pékin, Patricia Oumou-Etia. Dans sa conquête de cet espace constitué d'une population très dense, la Chine est la porte d'entrée choisie par la Côte d'Ivoire pour la redynamisation des relations sino-ivoiriennes. Cette participation de notre pays au Salon international du tourisme de Beijing le prouve largement. Pour marquer ce jour de clôture, la Côte d'Ivoire a organisé sur son stand la journée ivoirienne, une journée grand public qui a offert les produits et les attraits touristiques de la Côte d'Ivoire. Pour la délégation ivoirienne et les tours opérateurs, c'est une initiative majeure. Nous saluons cette action, comme je le disais tantôt, qui corrobore, qui confirme les excellents liens que nous entretenons, qui existent entre les deux États. Nous, en tant qu'Ivoiriens, nous sommes quand même renommés dans notre culture qui est très riche. Pendant ce salon, nous avons eu la visite de plusieurs agences de voyage, de tours opérateurs et même de particuliers qui étaient curieux de savoir ce qu'ils pouvaient découvrir en Côte d'Ivoire. À la découverte de la population chinoise qui aime bien l'Afrique, qui aimerait connaître notre beau pays. Les Chinois, ce sont des grands voyageurs. On espère que nous aurons suffisamment de personnes qui vont venir en Côte d'Ivoire. La Chine possède le marché du tourisme émetteur le plus important au monde, avec plus de 122 millions de voyages à l'étranger. La Côte d'Ivoire continue de présenter ses offres touristiques à travers les différents salons auxquels elle participe. Après 4 participations consécutives, la Côte d'Ivoire a conquis le marché chinois. Elle envisage d'étendre sa toile dans d'autres pays, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud. Retour en Côte d'Ivoire pour parler du Ramadan. La nuit de ce mercredi à demain jeudi, c'est la nuit du destin. Une nuit qui, selon la communauté musulmane, équivaut à 1000 mois d'adoration. Une nuit du destin marquée par des prières, des messages de paix, de partage. Le sens de cette nuit toute particulière avec Ami Sissoko. La nuit de la destinée ou Laylatul Qadr en arabe. C'est la meilleure nuit du mois de Ramadan. C'est la nuit la plus méritoire, c'est la nuit de l'exaucement des vœux. Laylatul Qadr équivaut à elle seule à 1000 mois d'adoration, soit un peu plus de 8 décennies. Durant cette nuit, tout est décrété. Le nombre d'enfants à naître, le nombre de personnes qui vont mourir, le nombre de gouttes de pluie qui va tomber, tout ce que Dieu réalisera dans cette année sera décrété. Celui qui aura dit cette nuit, ne serait-ce qu'une fois, gloire à Dieu, sera comptabilisé comme s'il aurait passé plus de 83 ans en train de le dire. Celui qui aura fait 1 heure de prière, 2 heures de prière, des aumônes, ça sera considéré comme s'il avait passé plus de 83 ans. Je ne dis pas 83 ans, mais plus de 83 ans
en le faisant. C'est aussi au cours de cette nuit bénie que le Coran, le livre saint de l'islam, a été révélé au prophète Muhammad par l'ange Djibril. Le Coran fut révélé au prophète Mohammed durant 23 années selon les circonstances. Mais de la tablette où tout est marqué au premier ciel, à l'endroit appelé Baytul Izza, ça a été révélé durant le mois, n'est-ce pas, du Ramadan et durant cette nuit de Qadr. Cela nous montre la grandeur de cette nuit. Si Allah pourrait choisir une autre nuit, mais s'il a choisi cette nuit, c'est qu'il a accordé, n'est-ce pas, sa bénédiction à cette nuit. Pendant toute cette nuit, les fidèles musulmans se consacrent aux prières, invocations, lectures coraniques et se repentissent sincèrement en vue d'améliorer leurs conditions spirituelles et sociales. Cette nuit est devenue une nuit de balade entre amis, entre copains, entre collègues. Non, mais c'est une nuit plutôt de prière. On invite les croyants à prendre d'assaut les mosquées et à y faire des prières, comme le prophète l'a dit, faire des prières, mais aussi faire beaucoup d'aumônes. Voilà ce qui est conseillé et toute autre chose n'est que pure hérésie. Tous nos soucis pourront être extériorisés à travers, n'est-ce pas, nos prières. Nos soucis, n'est-ce pas, de maison, nos soucis, n'est-ce pas, de santé, nos soucis de développement et surtout, prier pour le pays, la Côte d'Ivoire. La nuit du destin est dissimulée par Allah dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, précisément dans les nuits impaires, c'est-à-dire les 21e, 23e, 25e, 27e et 29e nuits. Seul objectif, amener les fidèles musulmans à se consacrer à la quête perpétuelle d'Allah. Officiellement, elle est célébrée la veille du 27e jour du Ramadan dans le monde. Voilà, la nuit du destin, c'est à la grande mosquée de la Riviera. Et puis demain, retenez que c'est tout simplement férié. C'est un moment de partage avec la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Fin de ce 20h, merci de l'avoir regardé.